Que de chemin parcouru pour arriver au plaisir de te lire quelques pages de mes livres, lecteur. Que de temps traversé, combien de problèmes labourés comme de la mauvaise terre pour ces quelques minutes de pur bonheur. Tu ne regrettes pas de n'être pas chinois? Demande soudain Emma, dos au siège de Guérand, quelque part entre la Grèce et l'Italie. Sur le pont-garage du vieux bateau transbordeur assurant la traversée de Corfou à Bari, père et fille tiennent compagnie à V, qui, après avoir bravement insisté pour être au plus près de la proue basculante en visière de casque grec, s'est mise à envoyer des textos SOS, déclarant qu'il lui était de plus en plus difficile de soutenir seul le paradoxe de la flèche de Zénon. Abandonnant le bastingage, où ils tenaient le milieu dans une conversation fraternelle mais disputée entre les vents d'est et d'ouest, ils se sont alors repliés dans leur véhicule climatisé. Sous la carapace de fibres de carbone et de verre feuilleté, ils ont d'abord rivalisé d'ingéniosité pour rassurer et faire que la tortue ne soit plus rattrapée par la peur, son talon d'Achille. Puis, à mesure que leurs efforts conjugués portaient leurs fruits, ils se sont quelque peu endormis sur leur laurier. Et voici qu'après 20 minutes nautiques d'un silence que même V a respecté, Emma est arrivée à la question ci-dessus, surgie d'un tunnel sinuant probablement jusque très profond en elle et réclamant l'absolue priorité. « Oh, je ne dis pas que tu ne l'es pas un peu parfois, au sens où les Européens l'entendent, » repart Emma, soudain plus douce à la manœuvre. « Mais quoi, ce choix d'aller vivre sans trop cultiver de regrets au pays de maman, celui d'apprendre sa langue, ou d'essayer jusqu'à un certain point, n'est-ce pas la traduction d'un désir profond, quoique pas sans fond, d'être chinois ?» Tenter de surveiller ses propos, car se sachant en territoire européen, mais pas au point de se censurer, car à moins d'une collision frontale avec la fierté de V, il sait que ce qu'il dit ne sortira pas de cet habitacle sécurisé, Guérand se redresse, se carre dans son fauteuil et, avant de répondre, ramasse encore discrètement sa masculinité tiraillée par les raides coutures de son pantalon. « C'est comme si tu me demandais si je regrette de n'être pas pédéraste. Je suis un homme après tout. Le désir d'être avec des hommes aurait pu l'emporter. Né en Grèce au temps d'Achille et de Patrocle, j'aurais très probablement contribué à cette institution éducative et morale parfaitement ritualisée. » Au bout d'un silence dubitatif, duquel il revient comme d'un voyage au temps d'une Grèce décalée, Guérand lâche le volant, qu'il ne tenait que pour la forme, et encadre ses pupilles vert de gris dans les grands yeux bruns d'Emma. Ressemblant un moment à l'homme barbu, Éraste, donnant un baiser à un jeune garçon, et romaine, sur la coupe attique du 5e siècle avant Jésus-Christ, qu'il y a un mois il contemplait de si près au musée d'Athènes qu'il a fallu qu'Emma claque dans les doigts pour le ramener à la réalité, il déclare, sans quitter sa protégée des yeux, qu'il ne serait pas ici s'il était chinois, et que la seule chose qu'il y aurait lieu de regretter alors serait, le cas échéant, d'être pédé. Moins parce qu'être pédé en Chine est jusqu'à ce jour délicat, que parce qu'il serait à 10 000 lieues de savoir que, s'il était né dans un petit pays d'Europe, il aurait une fille à présent, une fille qui lui est un empire, et bien davantage. Bari, le second port en importance du sud de l'Italie après Naples, ne résonne autant aux oreilles chinoises que parce que la ville s'y confond souvent avec Paris. Même LP, qui pourtant a eu pendant 15 ans un phonéticien entièrement dévoué dans son lit avant que le grand tour,
provisoirement, ne le lui enlève. Même LP s'y est trompé la première fois. B et P tendant à se réduire à un seul et même son en chinois. On comprend dès lors pourquoi Guérand, dont les efforts en la matière n'ont pas toujours été récompensés par des pesées, sera d'avis de ne pas rapporter à LP que des instincts chauvins plutôt accusés font dire aux habitants d'ici que, si Paris avait la mer, Paris serait Bari en petit. Approuvant initialement cette rétention d'informations, Emma mettra pourtant sa mère encore plus en difficulté lorsque, pour l'aider à répondre à la question « Comment s'appellent les habitants de Bari ?», elle dira, sérieuse comme un pion chinois faisant répéter une leçon, « À Paris on est parisien, à Bari on est... » Note de bas de page. Évidemment pas Baresi, même si c'est avec cette réponse, phonétiquement très proche de l'italien Baresi, qu'Emma avait eu à répondre d'abord à la même question, ayant eu à répondre d'abord à la même question, à faire rire son père. Par ailleurs, un grand débat est lancé dans la voiture, alors que la côte est en vue, débat qui ne fera que s'amplifier tout en se raffinant au cours du long voyage, sur la question de ce qu'il convient de raconter à LP d'une ville comme Bari. C'est, par extension, ceux qui s'y seront frottés la reconnaîtront aisément, la grave et puérile question de ce qu'il faut aller voir, qui a ainsi été posée, telle une mine flottant entre le voyageur et le rivage auquel il va aborder. Sur le papier, Bari est avant tout la ville des reliques de Nicolas de Bari, ou Saint-Nicolas. Or, Saint-Nicolas n'est personne pour Emma. Sage le plus souvent ces 14 dernières années, elle n'a jamais, au grand jamais, reçu de cadeau le 6 décembre. Alors pourquoi, sous prétexte que la ville est sous le patronage du saint, ferait-elle le cadeau de croire aux fadaises hagiographiques qui entourent le personnage? Y a-t-il une suspension de l'incrédulité qui permettrait aux voyageurs tentés d'aller voir un vieux bâtiment de croire à l'histoire que ce bâtiment est censé raconter? Saint-Nicolas est réputé pour ses miracles, annonce V de façon tout à fait factuelle. Lesquels? Demande Emma, sans même croire à son intérêt pour la question. Le premier a eu lieu pendant son baptême, explique V, faisant remarquer au passage que les bateaux sont baptisés, mais pas les voitures. Nicolas s'est levé et tenu bien droit sur ses deux jambes, à l'âge où les nourrissons préfèrent ramper. Comme Emma, peu impressionnée, demande « Mais encore ?» Sans se faire prier, V ajoute qu'au berceau toujours, Nicolas s'est mis à jeûner en refusant de téter aux jours prescrits par l'Église, soit les mercredis et vendredis. Le bond que fait Emma dans son siège arrière, manquant de heurter du front à la partie incurvée du plafond, là où, juste après la plaine du Pô, les Alpes font saillie, secoue V et le rappelle à tous que la houle a d'inconfortable. Recadrant sa fille, dont le bond ne lui a pas échappé grâce au rétroviseur, Guérand dit que cela tient du miracle, qu'elle ne se soit pas blessée à l'Italie avant même d'y mettre les pieds. « Mais papa, tu sais comme moi qu'il est arrivé plus d'une fois à maman, que maman jeûne plus de 10 jours, et que cela ne fait pas d'elle une sainte. » Objecte Emma, en se tapant 2 fois de la paume l'endroit du front miraculeusement épargné, tandis que V profite de ce moment bouffon pour s'écrier « Miracolo, ce matin encore je parlais grec, maintenant je parle italien. » Invité par Guérand à donner sérieusement son avis, V, peu suspect d'abriter des sentiments anti-religieux, déclare d'abord que Nicolas met à mal le proverbe disant qu'il n'est miracle que de vieux saints. Autrement dit qu'il ne faut attendre de résultats que de gens expérimentés. Plus sérieusement, quoique les questions de langue soient toujours extrêmement sérieuses pour lui dont la voix est l'élément central qui le distingue des V sans V, ou voitures sans vie, il trouve étrange l'importance accordée à tant de lieux sur la foi en des histoires qu'Emma aura beaucoup de peine à rapporter sans rire à sa maman. La naissance de l'intelligence artificielle lui paraît un miracle autrement attesté. Lui-même n'est-il pas l'enfant du miracle? Bref, pour V, qui, s'il était né au XVIe siècle, aurait certainement suscité une controverse du type de celle de Valladolid, tout ce qu'il y a au fond de cette histoire à double fond religieux est que Nicolas est probablement né vers 270 à Patars, en Lycie, de parents grecs, qu'il a, selon toute vraisemblance, participé au concile de Nicée, au cours duquel il aurait giflé Arius, un confrère en Dieu avec qui il était en désaccord, et que l'année de sa mort, il a fait démolir le temple d'Artémis de Myre, la cité de la déesse mère,
dont il avait été fait évêque à la mort de son oncle. Pour avoir complété son étude classique de l'histoire de l'Italie à coups de vidéos sensationnelles telles qu'on en trouve à l'appel sur Weibo, Emma pourrait crier au népotisme, ou tout au moins au favoritisme, quand elle en voit un bel exemple. Pourtant, ce qui l'indigne surtout, bien plus que la gifle à un évêque, ma foi, qu'est-ce qu'une gifle? Une main qui s'oublie? C'est l'outrage insupportable causé par ce prélat infâme, ce Père Noël de pacotille, à Artémis, la déesse de la végétation et de la chasse, dont la rencontre au musée du Pirée lui a valu un coup de foudre qui continue d'électriser le bout de ses doigts quand elle en parle. Faire bâtir des églises et des hôtels sous les ruines encore fumantes d'anciens temples, ça ternit fortement les miracles les plus établis à ses yeux, encore pleins des beautés de la Grèce païenne. Aussi, à moins que le saint ne se soit racheté au dernier moment par une mort exemplaire, pour elle c'est simple, Nicolas devrait être surtout connu pour cet anti-miracle, propose-t-elle, évitant de dire qu'aucun 24 décembre n'aura pu le côté innocemment festif qu'il a pu avoir pour elle jusqu'ici, qu'il a pu avoir. Peu intéressé au sort du prétendu saint, Guérand est soulagé toutefois qu'Emma n'ait pas proposé que l'on déboulonne de tous les esprits, petits et grands, les statues mentales dressées à Nicolas sur la toile de fond en lambeaux de l'Occident chrétien. Elle n'arrachera pas aux enfants, pour un peu son père la remercierait à genoux, le plaisir de recevoir des cadeaux de leurs parents en prétendant qu'ils sont d'un autre. Le cas de Nicolas a beau être clair, V, en roue libre, ajoute encore au dossier. On croirait que l'histoire de Nicolas de Bari s'arrête là, or les miracles continuent de plus belle après sa mort. Voulez-vous croire que les ossements du saint suintent une huile parfumée? L'Europe du Moyen-Âge y croit en tout cas, assène-t-il, tel un procureur chargé de la poursuite en justice de tous ceux qui, dans l'histoire de la chrétienté, ont pu être enclins au merveilleux. Emma a terminé son plaidoyer et n'en dit pas davantage, mais son dédain transpire dans son indifférence présumée. Seul Guérand semble savoir qu'il n'est pas sage d'accuser en bloc de crédulité toute l'Europe du Moyen-Âge. « Ni rire, ni pleurer », profère-t-il dans la voiture soudain aux abois. « Comprendre », complète Emma et V d'une même voix, promesse conjointe qu'ils ne mangeront plus de sitôt la consigne de Spinoza. Ne pas laisser ses émotions porter jugement, mais chercher à comprendre pourquoi et comment, après 1000 ans ou 100 ans seulement, quelque chose, quelqu'un a le pouvoir de nous faire rire ou pleurer, explique Guérand, moins pour être compris apparemment que pour le plaisir d'ajouter une scolie à Spinoza. Tout de même, reprend V après sa petite contrition forcée, l'aquaplanage n'est pas la même chose que de marcher sur l'eau, et si parfois je dérape quand je raisonne, j'adhère uniquement aux faits. Or quels sont les faits? Rien que les faits, mais tous les faits concernant les saints ossements. Lorsque Myre et toute l'Anatolie en 1071 vont tomber aux mains des Turcs, dans les villes marchandes d'Italie où Nicolas est le saint patron, c'est la sainte panique. N'écoutant que leur courage, 62 marins de Bari font voile sur Myre, volent les reliques de justesse avant les Vénitiens et les ramènent dans leur ville, où elles sont toujours. Et où nous n'irons pas vérifier si elles suintent encore, l'interrompt Emma, avec ce qui ressemble à une profession de foi de voyageuse décidée. Le fin mot de l'histoire, ajoute V, comme pour planter un dernier clou, c'est qu'à leur retour, des voix s'élèvent, et pas d'outre-tombe, non, des voix sérieuses, entendez-vous, pour déclarer que dans leur empressement, les 62 marins ont ramené les mauvais ossements. « Ma va, piantala !» s'exclame Guérand, pour qui le passage de la frontière avec l'italien est le seul moyen d'exprimer qu'il en a trop pris, et qu'il en est maintenant à souhaiter que V la mette au point mort. Choisissant également ce moment pour faire, partiellement, sa transition linguistique, Emma déclare que la bien nommée Bari Porte d'Oriente, Bari, port de l'Orient, pourrait très bien se contenter d'être leur port d'entrée en Italie, et la pointe s'avançant dans la mer de leur premier triangle. Rien ne dit qu'un point quelconque de la droite menant à Cosenza ne sera pas pour eux, conclut-elle, plus important que la Basilica San Nicola di Bari, que pour sa part, elle échangerait volontiers contre le petit restaurant où lui seront expliqués les mystères de la cuisine locale et qu'elle se contentera de toutes les manières d'avoir vu en photo. Guérand, dans la mesure où il a appris à respecter, voire admirer,
les églises et plus largement l'art religieux, avec une mention particulière pour la grande peinture, visiteraient San Nicola di Bari si Emma ne venait pas de faire une dernière croix dessus en la déclarant laide comme un gros donjon auquel on a arraché la robe de ses murailles et qui se retrouve nu au milieu de la vieille ville. Il pourrait lui apprendre à respecter l'art religieux, bien sûr, et jusqu'à un certain point il y a réussi, ayant instillé très tôt en sa fille un certain goût pour l'art, tous les arts, mais il sait aussi qu'Emma, ayant hérité par LP d'une autre vision du patrimoine, est différente de l'enfant qu'il était, que le monde dans lequel elle trouve ses repères et références est un milieu ou, selon l'expression chinoise, à 10 000 lits de celui dans lequel il s'est nourri en grandissant, et qu'il ne peut par conséquent pas lui imposer le marathon ecclésial qu'il s'imposerait s'il n'y avait que lui. Elle s'approchera des chapelles, églises, basiliques, cathédrales, ira jusqu'à entrer peut-être dans l'une ou l'autre, mais de son propre pas, selon ses conditions, à sa convenance, et certainement pas sous la menace d'une petite inquisition paternelle. Guérand fait partie de ces personnes, les dernières peut-être, éduquées à ne pas avoir à croire pour comprendre que les églises sont faites pour s'ennuyer de Dieu. Pour Emma, les églises, cinéma sans projecteur, sont faites pour s'ennuyer tout court. Mais si l'on fait un trait sur les églises, que reste-t-il ? Demande alors Guérand, la gorge serrée par l'impression angoissante que dans cette question se joue en partie sa foi dans le voyage. V. le premier répond que les églises sont ces édifices devant lesquels on ne peut stationner et auxquels il n'a pas accès. Elle ne retranche rien à ce que voyager représente essentiellement pour lui, c'est-à-dire circuler plus librement ou plus aléatoirement, faire de la route, sa religion à lui, tracer, mais sans excès et surtout sans laisser de traces, pour obéir à la recommandation d'Emma. Ce qu'il reste est un peu plus long à établir pour celle-ci, bien que les églises, encore que pour d'autres raisons que V, aient toujours été en dehors de ces considérations. Peut-être, répond-elle après un moment qui ressemble à du recueillement, peut-être qu'on ne voyage que pour les gens et la nourriture, et que les bâtiments qu'on prétend aller voir ne sont qu'un prétexte, qu'un cadre, pour que de loin en loin se produisent les repas, les rencontres. Ajoutez à ces deux ingrédients le pouvoir des mots, les mots qui s'échangent, ou pourraient l'être, les mots qui servent à nommer plus ou moins bien ce qu'on met en bouche, et enfin les mots servant à décrire un lieu dont on tient ensuite, trop tôt, à donner ses impressions. Voilà en somme, suggère-t-elle, tout ce qui compose le voyage. Telle est la recette qu'elle sait plaire à LP en tout cas, tant et si bien qu'elle propose qu'il continue de lui offrir toujours plus de cela, avec beaucoup de route, pour rassasier la faim de V. Guérand n'a pas les mains jointes, mais un « Amen » lui vient plus naturellement à la bouche, où il est retenu de s'envoler aux anges, que dans la plus belle des églises. Chargé de leur fournir une liste des plats les plus typiques de Bari et sa région, en attendant que leur tour soit venu de descendre la rampe qui les en sépare encore, V, pestant contre la V sans V qui pousse derrière lui à ce qu'il colle le nez au camion dont le pot d'échappement lui sert un gaz infâme, déclare qu'ils ne peuvent en aucun cas quitter le port avant d'avoir mangé un carpaccio de poulpe nettoyé à même le quai par un pêcheur aux mains sans doute un peu sales, mais garantissant la fraîcheur de l'encas. Le gros citron, dont il arrosera les tentacules du mollusque s'entortillant autour de ses doigts dans un dernier spasme de vie, servira d'antiseptique typiquement méditerranéen. Autant la fumée émanant des hoquets du camion la fait reculer jusqu'au plus profond de V, qui vaillamment l'en protège, autant Emma n'est pas effrayée par la perspective d'avaler, dans moins de 200 ou 300 mètres, les tronçons encore palpitants d'une pieuvre crue. Au contraire, elle court déjà en imagination sur le quai à la recherche d'un vieux marin armé d'un couteau et d'un panier de citron, anticipant le plaisir que ces vidéos vont apporter à LP, friande comme elle et comme on l'est en général sur la côte sud-est de la Chine de tout ce qui provient de la mer. V ne connaîtra jamais le goût des fruits de mer crus, ni, il est vrai, les troubles gastriques qui découlent de leur consommation lorsque le produit n'est pas frais. Et il s'en lamente, pour la forme, en savourant son approche aérodynamique de la question de ce qu'il peut et ne peut faire comme un humain. « Je ne goûterai même jamais au pétrole, soupire-t-il. À base de fruits de mer vieux de centaines de millions d'années, c'est pourtant le produit le plus typique de l'histoire géologique d'une région.
Après cet intermezzo pour les oreilles, V retrouve son sérieux de maître d'hôtel pour annoncer que le riso, patate, cozze, riz, pommes de terre et moules, est le plat d'ici par excellence, ce qui fait doucement rire Guérand, nourri au binôme moules frites et peu enclin à y introduire un troisième ingrédient, quand bien même il s'agirait de l'aliment roi de son pays d'adaptation. Amateur de pâtes, Guérand essaiera plutôt les orecchiette, décrites par V comme de petites pâtes en forme d'oreille, cuites dans l'eau où on bouillit les morceaux de navet avec lesquels elles seront servies une fois sautées dans de l'huile d'olive du pays, avec l'ail et les anchois qui vont donner à ce plat d'une grande simplicité son goût incomparable. J'ajoute le E qui manque ici. V à la commande de Guérand, mais Emma, bien qu'elle confirme l'excellent choix de son père, veut entendre les suggestions jusqu'au bout. C'est ainsi que V en vient à évoquer les bracciole, roulades de viande de cheval, persil, ail et parmesan, nappés de ragoût, qui font immédiatement piaffer Emma et mettre son appétit en selle. « Mon empire pour un cheval, j'aurai des braccioles à déjeuner ou je ne déjeunerai pas, dit-elle, alors que V, débarrassé du camion qui l'enfumait, cavale sur le quai en s'écriant qu'il sait exactement dans quelle petite rue de la Città Vecchia, il seront exaucés.